Nous avons parcouru ensemble la gare où il est arrivé, les rues qu'il a empruntées, l'hôtel où il a été assassiné et le cimetière où il est resté enterré pendant de longues années. Cette première vidéo avait un objectif simple, replacer cette affaire dans les lieux bien réels. Mais très vite, une question est revenue dans vos commentaires. Qui a décidé de tuer Karim Belkacem? C'est une question à laquelle personne n'a jamais apporté de réponse définitive. L'enquête allemande qui s'est déroulée de 1970 à 2003 a identifié des membres du commando. Aucun n'a été arrêté et l'État algérien n'a jamais reconnu qu'il s'agissait d'un assassinat. Aujourd'hui, je peux confronter les sources, analyser les incohérences et présenter les hypothèses qui ont fait avancer au fil des années cette enquête. Certaines reposent sur des documents, d'autres sur des témoignages, d'autres encore sur des rapprochements qui interrogent. Je vais prendre le temps ici pour dérouler ces hypothèses, en tous les cas les plus crédibles. À chacun ensuite de se faire son opinion. Et au centre de cette histoire, il y a un homme, celui qui présidait l'Algérie à ce moment-là, Houari Boumedienne. Qu'est-ce qui rend cette affaire si troublante? Le régime de Boumedienne condamne Karim Belkacem à mort en avril 1969. Et quelques mois plus tard, ce même régime lui tend la main. Une condamnation à mort, des rencontres secrètes, des garanties de sécurité, un possible retour officiel. Puis quelques semaines après la dernière rencontre avec l'émissaire d'Alger, Karim est attiré à Francfort et assassiné. Quelles étaient réellement les intentions de Boumedienne? Est-ce qu'il voulait sincèrement le faire revenir? Il cherchait à le neutraliser, à l'espionner, à gagner sa confiance avant de le piéger? Ou bien il a accepté son retour avant que d'autres, dans son propre régime, ne décident de l'en empêcher? Pour comprendre, il faut d'abord revenir en arrière. On imagine souvent que le conflit entre Karim et Boumedienne commence avec le coup d'État de 1965 ou avec la création du MDRA en 1967. En réalité, il est bien plus ancien. L'historien Mohamed Harbi est un témoin précieux. Il a travaillé au cabinet de Karim au sein du gouvernement provisoire, puis au ministère des Affaires étrangères. Il a connu de l'intérieur les tensions entre l'équipe de Karim et l'état-major dirigé par Boumedienne. Harbi décrit une chose essentielle. Pendant la guerre, l'appareil militaire s'autonomise peu à peu de la direction politique. Il parle d'une armée qui se transforme progressivement en État, une armée d'État. Et dans cette montée en puissance, deux légitimités s'affrontent. D'un côté, la légitimité politique, celle du GPRA, à laquelle appartient Karim. De l'autre, la légitimité armée, revendiquée par l'état-major de Boumedienne. Cette confrontation atteint son sommet en 1962. Le GPRA relève Boumedienne de ses fonctions le 30 juin. Mais il refuse de se soumettre. Il s'appuie sur l'armée des frontières et s'impose par la force. Autrement dit, Boumedienne ne pouvait pas voir en Karim un simple exilé ou le chef marginal d'un petit mouvement d'opposition. Il l'avait affronté au sommet de la révolution, au moment où se décidait la nature même du futur État. Et Karim ne transportait pas seulement un projet politique, il transportait une mémoire dangereuse. Il savait comment certains hommes avaient été écartés, comment les services s'étaient imposés, comment le GPRA avait été mis de côté, comment le pouvoir avait réellement été conquis en 1962. Le journaliste Yves Courrière, dans le dernier tome de sa grande histoire de la guerre d'Algérie, Les feux du désespoir, raconte justement cette période. La fin de la guerre, les négociations, la montée de Boumedienne, la crise de l'été 62. Et Karim est l'une des sources vivantes de ce récit. Son retour aurait donc ramené en Algérie un opposant prestigieux, mais aussi un témoin.
un homme capable de mettre en cause plusieurs piliers du régime. Voilà le personnage que Boumedienne s'apprête à condamner, puis à inviter à rentrer. Parlons de cette condamnation justement, du 7 avril 69, à la cour révolutionnaire d'Oran qui condamne Karim Belkacem à mort par contumace. Près de 60 personnes sont jugées pour leur appartenance supposée au MDRA, le mouvement fondé par Karim Belkacem en octobre 67. 2 autres responsables sont eux condamnés à mort, d'autres écopent de la perpétuité ou de longues peines de prison. Et le procès lui-même pose problème. Les débats sont officiellement publics, mais les journalistes étrangers et les observateurs de la Fédération internationale des droits de l'homme sont écartés de la salle. La presse doit largement se contenter des comptes rendus de l'agence officielle. C'est ce que rapportent les archives du Monde au printemps 69. À la fin du procès, apparaît un nouveau témoin à charge, Akli Belhassan, ancien membre du MDRA. Il est ramené spécialement de l'étranger pour intervenir lors des dernières audiences. Son témoignage devient la pièce maîtresse de l'accusation. Il affirme que Karim Belkacem cherchait l'appui des États-Unis pour renverser le régime algérien. Des accusations que Karim rejettera catégoriquement dès le lendemain du verdict. Il dénoncera une parodie judiciaire et qualifie le pouvoir de Boumedienne de pouvoir illégitime. Il affirme que rien ne l'empêchera de poursuivre son combat. Retenez un nom au passage. Parmi ceux qui participent à cette cour d'Oran, il y a Ahmed Draya. On le retrouvera à la fin de cette vidéo. À ce moment-là, tout semble irréconciliable. D'un côté, un mouvement d'opposition, de l'autre, un régime qui vient de condamner Karim à mort. Et pourtant, quelques mois plus tard, une négociation secrète commence. Qasdem Mirbah, alors à la tête de la sécurité militaire, charge un intermédiaire d'approcher Karim. Cet homme s'appelle Belkacem Babassi. Et la mission vient de Boumedienne lui-même. La première rencontre se déroule à Paris. Karim reste méfiant. Il demande que la suite se passe à Genève où il se sent plus en sécurité. Les 2 hommes se retrouvent notamment à l'hôtel l'Intercontinental de Genève. À partir de la fin de l'année 69. Alors le message est clair. Boumedienne veut que Karim cesse son opposition depuis l'étranger et envisage son retour en Algérie. Sa sécurité lui serait garantie. Karim accepte de discuter et il pose ses conditions. La restitution de sa villa à El Bier, la restitution ou l'indemnisation de l'or et des bijoux saisis dans son commerce, la libération ou l'amnistie des militants du MDRA et sa propre amnistie. Selon les témoignages recueillis, Boumedienne aurait accepté ces conditions, y compris l'indemnisation des biens confisqués. Les rencontres se poursuivent, l'idée d'un retour prend forme. On envisage même un accueil particulièrement solennel. En septembre 70, Karim confie à sa fille qu'il pense rentrer en Algérie au début de l'année suivante. La dernière rencontre avec l'émissaire d'Alger aurait eu lieu quelques semaines seulement avant sa mort. Des faits établis, partagés par toutes les pistes. C'est à partir de là que les hypothèses se séparent. Première hypothèse, Boumedienne voulait réellement le faire revenir. En 69 et 70, Boumedienne cherche encore à consolider son pouvoir. Après le coup d'État de 65 et la tentative de soulèvement de Tahar Zberi en 67, son régime a connu des divisions. Le retour de Karim aurait pu être une victoire politique majeure, parce que Karim, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des chefs du déclenchement du 1er novembre 54, chef de la Wilaya 3, membre du gouvernement provisoire, négociateur en chef à Évian, signataire des accords qui ont mené à l'indépendance. Son ralliement aurait affiché le retour de l'un des plus grands noms de la Révolution. Il aurait affaibli le MDRA et amélioré l'image d'un pouvoir né d'un coup d'État. Mais cette hypothèse rencontre une difficulté considérable.
Faire revenir Krim, c'était réintroduire en Algérie un homme dont la légitimité révolutionnaire dépassait celle de bien des dirigeants installés au sommet de l'État. Krim pouvait accepter de rentrer, rien ne disait qu'il accepterait de disparaître politiquement. La deuxième hypothèse, c'était de le faire rentrer pour mieux le neutraliser. Depuis l'Europe, Krim gardait une liberté totale. Il rencontrait des journalistes, des responsables politiques, des membres de la diaspora. Il dirigeait le MDRA et tentait de tisser des relais à l'intérieur du pays. En octobre 68, l'un de ses émissaires, Michel Leroy, rencontre un responsable du département d'État américain. Il affirme que le MDRA est implanté dans toute l'Algérie, jusque dans l'entourage immédiat de Boumedienne, et présente le retour de Krim comme inévitable. Ces déclarations, on les retrouve dans des documents diplomatiques américains. Il faut les prendre avec prudence. Le roi cherchait un soutien, Michel Leroy. Mais elles montrent que l'entourage de Krim portait encore un vrai projet politique. Le ramener à Alger, c'était mettre fin à ses déplacements, surveiller ses contacts et empêcher que son prestige ne se transforme en alternative politique. Une amnistie pouvait s'accompagner de conditions informelles. Le silence, l'abandon du MDRA, le retrait de toute activité politique et un détail qui compte énormément, nous n'avons aucun texte d'accord précisant la place politique qui aurait été accordée à Krim. La restitution de ses biens et l'amnistie de ses militants ne disent rien de ses droits futurs. Le régime pouvait très bien accepter ses demandes matérielles tout en prévoyant de l'isoler une fois rentré. Dans ce scénario, Boumedienne ne cherchait pas forcément à le tuer. Il voulait le rendre inoffensif.